voudrais juste commencer par une citation parue dans une excellente revue américaine qui s'appelle Scientific American, et qui dit: d'ici peu, des millions d'élèves auront droit à ce que Philippe de Macédoine tenait pour une prérogative royale, l'accès direct à un précepteur aussi savant et aussi capable de personnaliser son enseignement que l'était Aristote. Vous pouvez retrouver ce texte dans les archives de Scientific American, il date de 1966. C'est donc il y a 50 ans. Alors pourquoi, 50 ans après, en est-on encore à dire attention, le numérique va bouleverser l'éducation, il faut que l'éducation s'empare de ces enjeux numériques? Est-ce que finalement on n'est pas dans la même situation qu'avec la radio? Si vous savez, dans les années 20, notamment les universités américaines ont investi, à l'époque ça devait être des centaines de milliers, mais en tout cas des fortunes en dollars, pour diffuser des cours en radio, pensant que ça allait tout révolutionner. Ça n'a pas tout révolutionné. La télé, je ne sais pas où Jean-Marc Mériot, qui est pourtant, à faute que certains y œuvraient en ce sens, devait également révolutionner les choses, et ce très très tôt, dès la fin des années 40, il y a des personnes qui commencent à dire que ça peut être un outil formidable. Ça n'a pas marché. Pourquoi cette fois-ci le sujet me semble, et je ne suis pas le seul, semble sérieux à un certain nombre d'acteurs? Il y a deux raisons essentielles à mon sens. La première, elle est intrinsèque, elle concerne tout simplement les technologies elles-mêmes, et je vais passer rapidement dessus. Alors par ricochet, quand je dis elle concerne les technologies, elle concerne aussi les technologies de l'éducation. Il y a la question de la puissance de calcul. Là-dedans, vous en avez autant de puissance de calcul que pour la mission Apollo, ou que sur les campus américains à l'époque où on crée ARPANET, c'est-à-dire l'ancêtre d'Internet. Donc à un moment donné, la facilité d'usage, la capacité à diffuser autant de données, à collecter autant de données, c'est pas seulement un changement de degré, ça peut induire un changement de nature. Il y a une possibilité essentielle que donnent ces outils, c'est la possibilité pour tous, élèves comme enseignants, on peut penser aux parents aussi, puis aux différents partenaires, d'être émetteurs autant que récepteurs. Vous allez me dire, on peut être émetteur avec la télévision. Oui, certes, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a encore la possibilité de collecter et d'analyser des données, notamment sur les apprentissages, et le cas échéant, de proposer des itinéraires d'apprentissage. Enfin, déjà, avant même de proposer des itinéraires d'apprentissage adaptés aux différents élèves, déjà de connaître leurs itinéraires d'apprentissage, de savoir où ils sont, et en temps réel. Avec tout cela, si on veut réinventer la pédagogie, on peut. Encore faut-il vouloir, mais on verra que les exemples sont nombreux, on peut. Et évidemment, cela relève, Nice l'a très bien dit, d'un projet pédagogique, et elle ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle le pense aussi, d'un projet politique derrière, puisque ce projet pédagogique s'articule à un projet politique. La deuxième raison, elle n'est pas intrinsèque, elle est plutôt extrinsèque, elle vient tout simplement du fait que ce numérique, il va servir à la fin. Quand on parle d'un collégien aujourd'hui de 6e, on parle de quelqu'un qui va rentrer dans la vie active s'il fait des études supérieures dans 10 ans, voire dans 12 ans s'il fait un bac plus 5, dans 10 ans s'il fait un bac plus 3. Et donc si on a bien une certitude quand on se demande de quelles compétences les élèves auront besoin demain, c'est bien celle-ci, c'est qu'ils auront besoin de compétences numériques, évidemment de compétences techniques, mais aussi des compétences en termes de culture numérique et surtout de compréhension des enjeux à la fois collectifs, des enjeux éthiques, des enjeux politiques, etc. Ceux qui ne disposeront pas des bases à la fois de ces savoir-faire, mais aussi de ces savoirs, disons de cette culture au sens large du terme, seront possiblement confrontés à des facteurs d'exclusion aussi importants que le sont aujourd'hui les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Le cœur du projet de la FEF, c'est la question de la lutte contre les inégalités. Donc en fait, depuis quelques années, on a commencé à remarquer que les étudiants qui accompagnent des enfants en fragilité dans leur parcours, qui interviennent à domicile, et ben en fait, informellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ils sont un peu dans le BIOD, comme disent les spécialistes, ils amènent leur propre équipement et puis ils échangent avec les enfants sur finalement, voilà, tiens, il y a tel site que j'aime bien, je te montre, tiens, moi j'aime bien ce youtubeur, etc. Et puis finalement, on va aussi expliquer un peu aux parents c'est quoi Pronote et comment on peut s'en servir, parce que tout ça se fait de manière un peu informelle, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que voilà, on avait ces remontées de terrain, des pratiques finalement juvéniles, numériques, et de cette solidarité quelque part digitale, même si le mot est un peu pompeux. Et parallèlement à notre réflexion aussi sur le fait que aujourd'hui on vit, que ça plaise à certains ou d'autres, ou que ça déplaise à d'autres, on vit déjà dans une société numérique. Et que de fait, le numérique, ça va être fortement exprimé aujourd'hui, c'est un pouvoir d'agir. Et renoncer au numérique, c'est renoncer effectivement à un certain pouvoir d'agir. Ça veut dire trouver un stage, trouver un métier, même
bientôt faire sa déclaration d'impôt en ligne, tout ça. Si on ne maîtrise pas les compétences numériques, c'est difficile. Nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'on puisse surtout poser la question du comment. Comment on ne laisse personne sur le bord de la route, y compris sur la question du numérique. Comment, avec qui, de quelle façon. Et surtout, personne n'a la naïveté de penser que le numérique résoudra quoi que ce soit tout seul, et surtout pas l'échec scolaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous pensons vraiment que le numérique, et ça aussi je pense que ce sera bien montré par notamment les intervenants de terrain, c'est vraiment quelque chose qui peut aider à rattraper les enfants qui sont le public de la FEV, c'est-à-dire des enfants, des jeunes qui sont en difficulté, qui ont perdu un peu leur estime de soi, et on voit bien qu'on peut leur redonner de l'appétence, on peut leur redonner de l'estime de soi, et tout ça, le numérique est quand même quelque chose qui peut aider. Et puis par ailleurs, il y a un intérêt évidemment professionnel, c'est que moi depuis 7 ans, j'ai l'immense luxe d'être payé pour être une sorte de vigie des questions numériques, de pouvoir lire, interroger des gens, et qui est un travail absolument, que j'ai la chance de pouvoir faire, et que du coup, je viens aussi beaucoup pour écouter, quoi, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous réfléchissez, enfin à la fois donc les gens qui vont être invités à parler, et puis vous, vos réactions, etc. Et que j'aime bien ce qu'a dit Eunice tout à l'heure sur le côté tout à fait, sur la position que vous avez sur ces questions-là, qui est de surtout sortir, et Anne Cordier qui va parler tout à l'heure, et toute l'introduction de son livre, c'est ça aussi, c'est-à-dire de sortir de ces espèces d'alternatives complètement stériles du pour ou contre le numérique à l'école, à la maison, etc. C'est-à-dire qui est une alternative qui dans un cas comme dans l'autre, nourrit un discours à la fois technophile BA complètement débile et de l'autre côté technophobe acharné complètement débile aussi, et qui en plus partage la même croyance que tout va être bouleversé, voilà, qui est aussi une croyance, et je pense que tout notre travail consiste à essayer de comprendre là où ça bouge, et que c'est pas partout de manière uniforme, à la même vitesse, chez tous les publics, etc. Et cette question-là, qui est une question qu'on peut poser de manière métaphysique, sociologique, politique, on peut évidemment la poser pédagogiquement. C'est-à-dire que la critique du numérique à l'école consistant à dire que ça va complètement déshumaniser, voilà, elle passe à côté. Personne n'a dit qu'il fallait déshumaniser, c'est pas la question. Voilà. Et donc du coup, juste réfléchir en évacuant cette question du pour ou contre est une excellente base, me semble-t-il, pour justement réfléchir bien, sereinement, de manière qui soit à la fois optimiste et pas béate, enfin voilà, avec toute cette position qui me semble intéressante. Et donc ça tombe bien, je vais donc relayer certains propos pour justement revenir sur cette idée de fantasme, mais aussi de construction, par rapport à ces discours en fait sociaux relayés aussi par certains médias qui pèsent sur ces jeunes, comme une injonction. Marie par exemple, elle a 13 ans, et elle me dit, je devrais pas dire ça vu que j'ai 13 ans, mais en fait j'aime pas Internet, je suis pas très forte avec, j'ai du mal avec Internet. Donc là on sent bien l'injonction qui pèse. Ce qui est intéressant dans ces discours qui impactent en fait les pratiques des acteurs de l'éducation, et je parle d'acteurs de l'éducation au sens large, comprenant l'éducation dite formelle, académique, mais aussi tout le pan de l'éducation non formelle et les parents. Ce qui est intéressant dans ces discours-là, c'est qu'en fait on a deux conséquences qui apparaissent comme un peu des yin et des yang. Enfin, il y a une sorte de vrai faux. D'un côté, on aurait des pratiques qui sont innées puisqu'ils sont digital natives, et de l'autre, ils sont quand même jeunes, faut pas l'oublier, donc ils ont des pratiques naïves et sclérosées. Finalement, soit d'un côté, donc ils ont besoin de personne. Pourtant, Armel, 17 ans, dit c'est pas parce que j'ai un iPhone que je suis calé. Là, on croise complètement les résultats de l'enquête Trajectoire à faire. On voit aussi une estime de soi qui est très malmenée avec en fait ce mythe du digital native. Samantha, par exemple, elle a 11 ans, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que son objectif, quand elle se trouve en présence des autres pour une séance autour du numérique, son objectif n'est pas du tout sur l'apprentissage. Elle me dit, j'angoissais en même temps que je ne trouvais pas, parce que je me disais, si il trouve et que moi je ne trouve pas, je vais me taper la honte. Ce mot, la honte, on le retrouve aussi chez Julien, qui a 11 ans, et qui dit, quand tu galères sur Internet alors que tout le monde sait le faire bien, t'es le seul, ça le fait pas. Voilà. Alors, position inverse,
ce sont des jeunes, ils font donc n'importe quoi. Ils en ont bien conscience de ce mépris traditionnel envers la jeunesse, ça c'est pas nouveau. Ils en ont bien conscience. Alors par exemple, Céleste, elle en a marre des discours sur les dangers d'Internet et tout. Et elle dit, ouais, les adultes, ils font ça de vouloir nous faire peur et tout, juste parce qu'ils nous font pas confiance. Nous, on est jeunes, donc on fait n'importe quoi. Alors évidemment, création d'un fossé générationnel qui n'a pas lieu d'être, mais au-delà de ça, et moi c'est ce qui me frappe, c'est surtout la création d'une tension entre les différents acteurs. Anastasia, 17 ans, pendant tout l'entretien, va s'insurger contre l'image qui est renvoyée d'elle. Alors en plus, pour le coup, effectivement, c'est une fille. C'est une fille geek, donc elle cumule les handicaps aux yeux de certains. Et donc elle dit, mais moi, sans les jeux vidéo, je ne connaîtrais pas plein de gens qui m'ont appris plein de choses, qui font que je passe de super moments, que je me sens bien. Oui, je passe beaucoup de temps en ligne, mais j'ai une vie, ça va, merci. Parce que du coup, mes vidéos sont extrêmement annotées, commentées, avec des petites séquences. J'ai choisi le principe de granulariser au maximum. Pour avoir encore ressondé mes élèves durant cet été, vraiment ils trouvent qu'ils sont plus autonomes, même si au début c'est extrêmement déstabilisant parce que l'autonomie, ils l'ont pas connue avant. Et du coup, trouver quelle est ma forme d'autonomie, qui je suis, comment je me positionne, comment moi je travaille, c'est difficile pour eux. Ils ont l'impression d'être plus libres, ils se sentent beaucoup plus respectés dans leurs besoins, dans qui ils sont. Dans l'aspect difficile, en tout cas la sensibilisation, parce que ce n'est pas forcément facile d'utiliser de la vidéo. Le premier jour où je suis avec eux, je leur montre comment on utilise une vidéo de manière pédagogique, pour s'en servir, pour apprendre. Et surtout, le fait que les élèves, ils sont tout contents, ils ont des vidéos, ils avancent, ils ont leur casque, tout le monde est dans son monde ou avec son copain, mais ils écoutent les vidéos. Donc les premières séances, c'est de sensibiliser à l'autocorrection. C'est bien d'écouter, c'est bien d'avoir l'impression d'avancer, mais à un moment, si tu ne vas pas vérifier sur la vidéo que ce que tu as fait est juste, ça ne sert à rien. Parce que du coup, je ne fais plus du tout de correction de tableau. Donc je suis vraiment dégagée dans ce 2/3 de temps d'une position d'accompagnante où je vais pouvoir passer auprès de chaque élève. Je regarde sur les cahiers où ils en sont, s'ils ont bien complété la partie du cours, parce qu'ils ont un cours à compléter. Je peux axer sur des élèves qui ont plus de compétences pour moi pour pouvoir aller dans des filières qui demanderaient plus de rigueur, d'accentuer sur cette rigueur. Et je peux vraiment vérifier là où ils en sont, le travail. Et puis quand mon élève il a terminé la structure, de lui dire, de checker avec lui et de lui dire oui, je te donne la suivante. Donc pour moi, ça a redonné beaucoup de créativité et d'élan dans mon métier par cet outil-là. Par contre, il ne faut pas se leurrer, c'est chronophage. Donc ça fait 4 ans que je suis à temps partiel pour pouvoir créer des vidéos. Et ça demande beaucoup d'organisation parce que les vidéos sont téléchargées aussi en amont et mises sur une clé USB, puisque les élèves sont autorisés à amener leur ordinateur. Donc ils peuvent avoir les vidéos téléchargées et puis aussi pour résoudre les problèmes techniques. Parce que il y a des jours où le numérique ça marche pas. Bonjour. Pardonnez-moi, bonjour à tous. Bonjour, pardon pour le temps, je me faisais la réflexion que c'était à la fois la ministre de l'Éducation qui vous écoutait et aussi la maman de jeunes enfants et notamment d'un petit garçon que j'essaye d'accrocher à la lecture et avec toujours cette interrogation, comment est-ce que le numérique peut agir ou être problématique à contrario, et je trouve que vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le lien école hors école et notamment le fait que les enfants emmènent ensuite leurs parents ou leurs petits frères ou sœurs à la bibliothèque. Parce que, en fait, ce que permet ce travail sur le numérique, c'est aussi qu'en s'ancrant dans leur monde, puisque le numérique fait partie de leur monde, on leur rend plus explicite ce qu'on apprend à l'école et du coup on fait des passerelles qui pour eux n'existaient pas d'évidence avant. Et donc eux-mêmes, ils vont faire ces passerelles, aller à la bibliothèque, utiliser ce qu'ils ont compris de ce que vous leur avez appris. Voilà, je trouve que c'est assez rarement dit comme ça et je trouve vraiment ça passionnant.